Vous regardez New Info, bonsoir, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. La Cour de justice de la CEDEAO, officiellement appelée Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est l'institution judiciaire chargée d'interpréter et d'appliquer les lois de la CEDEAO. Elle a été créée pour garantir la justice dans les États membres et fournir un cadre juridique pour l'interprétation des lois communautaires. Comment fonctionne cette Cour? Comment et qui peut la saisir? Mais surtout, comment sont appliquées les décisions de la Cour à l'issue d'un jugement, surtout dans les pays membres? On en parle avec notre invité, Dr Yaouza Ouro Sama. Vous êtes le greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEAO. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Guézéré. Merci de m'avoir invité. Alors, il y a le plaisir de vous recevoir. D'abord, pour rappel, l'organisation marque en cette année 2025 ses 50 ans d'existence, mais nous allons nous intéresser donc à son principal organe de justice. Justement, quel est le rôle et la mission de la Cour de justice de la CEDEAO? Merci Madame. La Cour de justice de la CEDEAO, c'est l'organe judiciaire principal de la communauté CEDEAO tel que l'a prévu le traité révisé de 1993. Elle a pour mandat de résoudre les différends liés à l'interprétation et à l'application du traité, des conventions, des protocoles et des autres textes de la communauté. Elle intervient également pour donner des avis consultatifs en cas de saisine par les États membres ou par les institutions. Et enfin, elle règle les différends issus des relations contractuelles entre le personnel des institutions de la communauté et les institutions elles-mêmes dans le cadre de sa fonction de juridiction de la fonction publique internationale. On sait que la CEDEAO donc, est composée de différents organes, la commission, la conférence des chefs d'État. La conférence des chefs d'État. Où se situe donc la Cour de justice par rapport aux autres institutions? Écoutez, c'est un peu comme au niveau national. Vous avez le président de la République qui est le chef de l'exécutif, vous avez le président de l'Assemblée nationale qui est le chef du pouvoir législatif, vous avez le pouvoir judiciaire qui est incarné par le président de la Cour suprême et les juges. Au niveau régional, c'est pareil, vous avez la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui incarne l'autorité suprême de la CEDEAO, vous avez ensuite la commission qui est l'entité exécutive au niveau régional, vous avez le Parlement qui est le pouvoir législatif régional et enfin vous avez la Cour de justice de la CEDEAO qui est le pouvoir judiciaire au niveau de la communauté CEDEAO. La Cour de justice a donc été mise en place par le traité de 1975, mais parlons pour revenir encore une fois sur son rôle. Pourquoi cette institution a été créée? Alors cette institution a été créée parce que dans le cadre d'une communauté, vous avez à la fois le pouvoir politique, vous avez le pouvoir exécutif, vous avez les institutions sectorielles, mais vous avez également ces institutions qui engagent du personnel. Vous avez aussi ces institutions qui prennent des décisions, que ce soit la conférence des chefs d'État, que ce soit le Conseil des ministres, que ce soit la Commission et les institutions sectorielles. Alors, quand elles prennent des décisions, il peut y avoir parfois des litiges dans le cadre de l'exécution ou de la mise en œuvre de ces décisions, soit vis-à-vis des institutions tierces qui n'ont rien à voir avec la CEDEAO, soit vis-à-vis du personnel que ces institutions emploient. Et donc, pour pouvoir régler les différends liés à ces interactions, il était important qu'il y ait un mécanisme judiciaire régional qui puisse connaître de ces affaires-là. Dès lors que c'est des litiges qui sont nés au niveau régional, ce n'est pas aux juridictions nationales de s'en occuper. Il faut un mécanisme judiciaire au niveau régional pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle la Cour de justice de la CEDEAO a été créée. En un mot, c'est pour compléter l'arsenal politique, législatif et judiciaire de la communauté que la Cour de justice a été créée pour compléter à la fois le Parlement, la Commission et autres.
On s'en souvient, ces compétences ont été élargies en 2005. Quelles ont été les raisons principales? Alors, ces compétences ont été en effet élargies en 2005, tout simplement parce que, comme vous le savez, la Cour est devenue opérationnelle en 2001. Et de 2001 à 2005, la Cour n'avait reçu que 2 affaires. Et les 2 affaires avaient trait à des litiges liés à la liberté de circulation transfrontalière. Alors, il se trouve que dans ces 2 affaires, les 2 requérants qui avaient saisi la Cour avaient été déboutés tout simplement parce que le protocole de 1991 avait donné à la Cour le mandat de connaître des affaires que seuls les États membres et les institutions de la communauté peuvent amener devant elle. Et donc, quand des particuliers ont saisi la Cour a rejeté leur requête au motif que, conformément au protocole de 1991, seuls les États membres et les institutions de la communauté pouvaient la saisir. Et justement, parlons de saisie de la Cour de justice de la CEDEAO est unique, vous l'avez expliqué, car elle permet aux citoyens de la saisir directement. Mais concrètement, comment est-ce que la procédure fonctionne? Alors, la Cour est saisie par 3 catégories de personnes. Elle est saisie d'abord par les avocats. Elle est également saisie par les agents judiciaires. Les agents judiciaires issus des pays membres, issus des États membres, en effet, c'est généralement des hauts magistrats qui travaillent au sein des ministères de la Justice et donc qui interviennent soit en tant que requérants, soit en tant que défendeurs devant la Cour. Et enfin, la Cour peut être saisie également par les organisations non gouvernementales, les ONG ou les organisations de la société civile au nom et pour le compte des personnes pour lesquelles elles interviennent. Et quelles sont les conditions de recevabilité d'une plainte? Alors, les conditions de recevabilité, d'abord, il faut que la requête soit non anonyme, première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut qu'elle n'ait pas, que l'affaire ne soit pas pendante devant une autre juridiction internationale. Elles sont les 2 principales conditions. Pour mieux expliquer, qu'elle soit non anonyme, qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors, ça veut dire que si vous venez devant la Cour, vous devez pouvoir, vous savez que la procédure est essentiellement écrite devant la Cour. Si vous déposez une requête devant la Cour, vous devez pouvoir vous identifier, donner votre nom, votre prénom, votre domicile, votre profession, vos contacts téléphoniques et email qui puissent permettre de vous identifier nommément et clairement sans qu'on ait de doute sur votre identité. Autrement dit, ce sont des procédures rendues publiques. Ce sont absolument. Justement, et dans l'ordre des choses, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir épuisé toutes les voies de recours dans son pays d'origine avant de penser à saisir la Cour de justice de la CEDEAO? Généralement non, sauf que dans le cas de la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas en compétition avec les juridictions nationales. Et donc, si vous avez une affaire que vous voulez porter, il est important que vous puissiez saisir les juridictions nationales. Alors, la Cour de justice de la CEDEAO n'est ni une juridiction concurrente aux juridictions nationales, elle n'est pas non plus une juridiction d'appel. Elle veille à créer un cadre de collaboration et de complémentarité avec les juridictions nationales. Et quelle différence faire par rapport à d'autres cours régionales, je pense notamment à la Cour africaine? Alors, la Cour de justice de la CEDEAO est une cour régionale, la Cour africaine est une juridiction continentale. C'est vrai que les procédures au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme sont différentes puisqu'il faut aller à la Commission africaine des droits de l'homme, etc. Ici, au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, il est possible que vous saisissez les juridictions nationales, il est aussi possible que vous saisissez la Cour de justice de la CEDEAO. Une fois que la Cour de justice de la CEDEAO, bien sûr, rend une décision dans une affaire, qu'est-ce qui se passe ensuite dans le pays d'origine?
Alors, comme vous le savez, les juges, les honorables juges de la Cour, quand ils ont fini de rendre leur décision, leur responsabilité est terminée. Un juge, son rôle, ce n'est pas de courir derrière l'exécution de sa décision. Quand vous prenez sur le plan national, par exemple, les juridictions nationales, que ce soit le tribunal de grande instance, la cour d'appel, la cour suprême, etc., quand les juges rendent leur décision, leur travail est terminé. Alors, il y a des agences nationales d'exécution des décisions. Vous avez la police nationale, vous avez les agences nationales d'exécution des décisions, vous avez les huissiers, etc., les auxiliaires de justice qui interviennent dans le processus de mise en œuvre des décisions judiciaires. Ça, c'est au niveau national. Alors, au niveau régional, il n'y a pas ce mécanisme-là où vous avez une police régionale ou des huissiers régionaux qui interviennent dans les États membres pour veiller à l'exécution des décisions. Toutefois, ce qui est prévu, et c'est l'article 24 du protocole de 2005 qui le précise, il dit que quand les honorables juges de la Cour de justice de la CEDEAO ont fini de rendre leur décision, le greffier en chef de la Cour notifie la décision aux parties concernées et c'est au niveau de l'État membre que les dispositions sont prises conformément aux règles de procédure civile de l'État membre concerné pour exécuter la décision. Alors plus précisément, qu'est-ce que cela voudrait bien dire? L'article 24 prévoit que chaque État membre désigne une autorité nationale compétente chargée d'assurer le suivi de l'exécution des décisions au niveau national. Au niveau du Togo, par exemple, c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est l'autorité nationale compétente chargée du suivi de l'exécution des jugements, des arrêts de la Cour. Une fois que la Cour a rendu sa décision, doit-il en amont, le par greffier exemple, être saisi d'une intention de saisie de la Cour de justice dans une quelconque affaire? Oui, rien ne l'interdit. Une organisation ou un citoyen peut, en effet, attirer l'attention du garde des Sceaux sur des desiderata ou des préoccupations que le citoyen a par rapport à une affaire donnée. Très souvent, ce sont les cas de violation des droits de l'homme qui sont portés donc devant la Cour de justice de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que la Cour de justice de la CEDEAO a pour mandat de contribuer au processus d'intégration. Et quand vous parlez d'intégration, vous parlez d'un mécanisme au niveau régional qui reçoit les préoccupations des populations de l'ensemble des États membres. Et donc, c'est ce qui explique le fait que la Cour de justice de la CEDEAO peut recevoir ce genre d'affaires. Pouvez-vous nous citer une ou deux décisions emblématiques qui ont déjà eu un impact majeur dans un État membre et Absolument. dans lequel Absolument. la Cour a... La Cour, tout le long de son existence, a eu à prendre un certain nombre de décisions qui ont eu un retentissement continental, voire mondial. Je vais en donner probablement 2 ou 3. Le premier, c'est le cas Hadijatou Mané Kourao contre la République du Niger. C'est un arrêt de 2008 où la requérante est venue devant la Cour pour demander des dommages et intérêts pour esclavage. Elle a été victime d'esclavage. Elle a été utilisée comme une esclave pendant longtemps et elle est venue devant la Cour pour demander à être dédommagée et la Cour de justice de la CEDEAO a reconnu le statut d'esclave de la requérante et a alloué 10 millions de francs CFA de dommages-intérêts, mais est allé plus loin en demandant à la République du Niger d'abolir l'esclavage au Niger. Et à la suite de cet arrêt,
l'esclavage il y a une loi qui a été prise pour abolir l'esclavage. Alors, je peux donner également un cas où, durant Ebola, en Sierra Leone, parce qu'il y avait une limitation de mouvement, etc., un certain nombre d'élèves féminins, des jeunes filles, étaient tombées enceintes et avaient été expulsées des écoles au motif qu'il ne fallait pas que... C'est une période qui a aussi imposé le confinement. Absolument. Et donc ça a favorisé la grossesse des jeunes filles. Et donc les écoles ont expulsé les jeunes filles enceintes des écoles, et une organisation non gouvernementale a saisi la Cour de justice au nom de ces jeunes filles. La Cour de justice a rendu une décision en enjoignant la République de Sierra Leone à reprendre ses élèves, et c'est ainsi qu'elles ont été prises. Et là aussi, il y a eu des mécanismes législatifs qui ont été adoptés pour éviter la discrimination basée sur le genre et sur le fait que des jeunes filles enceintes puissent être expulsées des écoles. Je peux aller encore plus loin, je peux donner encore une autre décision. Celle-ci implique un groupe de jeunes femmes qui a été interpellé en pleine nuit à Abuja, sous prétexte que parce qu'elles s'étaient retrouvées en pleine rue à une heure tardive, c'est qu'elles sont des prostituées. Et ça, c'est des discriminations basées sur le genre. Et là aussi, le groupe de jeunes femmes a actionné la police de la République fédérale du Nigeria devant la Cour. Et la Cour a estimé que cette interpellation était caractéristique d'une discrimination basée sur le genre, et que le simple fait que de jeunes femmes se retrouvent en pleine rue à une heure tardive n'équivaut pas nécessairement au racolage ou à la prostitution. Voilà. Il y a aussi des arrêts où la Cour a eu à intervenir pour rappeler que l'accès à Internet, par exemple, est un droit dérivé de la liberté d'expression. Et là aussi, je crois que ça a donné un certain retentissement, au point même que la Cour a reçu sur cet arrêt un prix de la Columbia University des États-Unis. Et dans les cas de figure, comment est-ce que la Cour assure-t-elle, après la protection, la liberté, par exemple, la liberté de la presse ou des droits civils et politiques dans la sous-région? La Cour veille au respect des textes internationaux, aux principes généraux de droit et aux textes communautaires. Et elle s'assure que, conformément au mandat qui lui est donné, qu'elle contribue effectivement au processus d'intégration, mais aussi au processus d'intégration juridique et judiciaire. Et qu'elle veille également à l'établissement d'une jurisprudence établie dans un certain nombre de domaines qui puisse faire à ce qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans la protection des droits de l'homme et le renforcement de l'état de droit au sein de la région. Les arrêts de la Cour sont censés être contraignants. Cependant, le défi principal reste leur exécution dans les pays membres. Quelle analyse en faites-vous? Écoutez, c'est un des défis que la Cour connaît. La Cour peut aujourd'hui se targuer d'avoir un taux d'exécution de cette décision d'à peu près 20%. Ce qui n'est pas dramatique comparé aux juridictions similaires. Par exemple, la Cour africaine des droits de l'homme ou la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et ceci est dû aussi au fait qu'il n'y a pas une police au niveau régional, au niveau continental, qui puisse... Si cet outil semble peut-être être
insuffisant. 50 ans après, comment est-ce que l'organisation travaille à mettre en place vraiment un mécanisme beaucoup plus contraignant pour les États membres? Bon, comme je le disais, l'article 24 du protocole définit le mécanisme ou le processus d'exécution des décisions de la Cour. Vous avez d'abord la nomination, la désignation de l'autorité nationale compétente. Ensuite, c'est la notification par le greffier en chef de la décision prise par la Cour. Ensuite, c'est à l'autorité nationale compétente maintenant de veiller au processus d'exécution des arrêts de la Cour sur la base des règles de procédure civile de l'État concerné. En plus de cela, il y a un certain nombre d'initiatives que la Cour a entreprises. D'abord, les sensibilisations, telles qu'on le fait aujourd'hui, permettent d'attirer l'attention des gouvernants sur la nécessité de renforcer la volonté politique pour veiller à l'exécution des décisions. Mais je dois aussi dire qu'il y a 2 ans, la Cour a pu obtenir un espace d'intervention au niveau du Conseil des ministres où tous les 6 mois, la Cour rend compte de la situation ou doit faire un rapport de l'état d'exécution de ces décisions, quitte à ce que le Conseil des ministres à son tour puisse prendre en charge cette affaire-là et engager les États membres à contribuer à l'augmentation du taux d'exécution des décisions. Justement, en votre qualité de greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEAO, quel est le taux réel d'exécution aujourd'hui de l'institution de la Cour de justice? De la Cour de justice. Il est de 20% l'exécution. Et je vais faire une comparaison avec les autres juridictions régionales et continentales. Quand vous prenez la Cour africaine des droits de l'homme, aujourd'hui, son taux d'exécution est de 7%. Vous prenez la Cour interaméricaine, son taux d'exécution est de 13%. C'est donc dire que ce n'est pas aussi dramatique que ça. Simplement, il est important que nous puissions améliorer ce taux d'exécution, parce qu'il ne sert à rien d'avoir une juridiction dont le taux d'exécution n'est que de 20%. Mais il faut aussi relativiser en disant que sur le plan régional et continental, j'allais dire, ça fait partie de la tradition que une bonne partie des décisions des cours ne sont pas exécutées. Je ne trouve pas une excuse à cela. Je fais simplement une analyse comparative avec les juridictions similaires à la Cour de justice de la CEDEAO et je dis que le taux d'exécution de la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas aussi dramatique que ça, mais cela n'empêche que nous appelons à plus de renforcement de la volonté politique des États membres pour veiller à l'exécution des décisions de la Cour et donc renforcer sa crédibilité en tant que Cour de justice régionale. Et opérationnel depuis 2001, vous l'avez rappelé dans cette émission. Avez-vous l'impression aujourd'hui que cette Cour est connue des populations africaines, mais surtout comprennent son utilité? Mais justement, la Cour n'est pas connue. La Cour est devenue opérationnelle depuis 2001. Et de 2001 à aujourd'hui, je peux vous dire, la Cour a reçu... 24 ans ça fait, oui, en effet, la Cour a reçu plus de 700 affaires, dont environ 575 arrêts ont été rendus. Quand vous mettez ensemble les arrêts et les arrêts avant de dire droit, vous êtes à plus de 574 arrêts. Mais en dépit du nombre impressionnant des affaires reçues et des arrêts rendus, la Cour n'est pas très bien connue. La connaissance de la Cour auprès des populations et des citoyens est très limitée et c'est ce qui explique le fait que à l'occasion donc du 50e anniversaire de la CEDEAO, nous avons estimé que c'était une opportunité stratégique pour nous de nous rapprocher des États membres, des populations et des citoyens pour les faire connaître l'existence de la Cour, son rôle, son mandat, ses pratiques, ses procédures et comment elle a pu en plus de 2 décennies contribuer au processus d'intégration et aussi
à l'intégration juridique et judiciaire au sein de la région. D'où la mission de sensibilisation. D'où la mission de sensibilisation. Dans lequel, justement, vous êtes à Lomé. Absolument. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour attirer et donc et renforcer la connaissance du public de la Cour et informer aussi bien les États et les populations que c'est avec leur soutien que la Cour pourra poursuivre son mandat et pourra renforcer sa crédibilité, non seulement en contribuant à faire un plaidoyer en vue de l'exécution des décisions de la Cour, mais également en ce qui concerne les acteurs, les auxiliaires de justice et les juges, que les mécanismes qui sont prévus par le protocole sur la Cour, que les juges, les avocats, etc., puissent les utiliser pour aider à permettre à la Cour de jouer son rôle de juridiction communautaire. Et justement, et dans ce cadre dans le cadre de cette mission de sensibilisation, quelles sont les activités prévues et quel est le public cible? Alors, nous avons commencé les activités depuis mardi, mardi 18 novembre. Nous avons eu une séance plénière hier à la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, où nous avons reçu la société civile, les organisations des droits de l'homme, les agents des services d'immigration, de police et de douane, la Commission nationale des droits de l'homme, le ministère de la Justice, le ministère des Finances et du Budget, le ministère des Affaires étrangères, et les enseignants, les avocats, les auxiliaires de justice et que sais-je encore, et avec qui nous avons eu des échanges extrêmement fructueux. Et ces échanges nous ont permis, en ce qui nous concerne, de présenter la Cour, de dire ce qu'elle fait, ce qu'elle a pu faire jusqu'à présent, de les sensibiliser sur les défis et comment les surmonter, et d'également mettre en relief la jurisprudence abondante de la Cour sur un certain nombre de domaines. Alors, aujourd'hui, on a eu un forum spécial avocats, professeurs de droit et étudiants en droit à l'auditorium de l'université de Lomé, où la mobilisation a été très satisfaisante, où les avocats, le bâtonnier y était, les étudiants, les professeurs de droit étaient là, où là aussi nous nous sommes penchés à l'exercice de la présentation de la Cour, ses compétences, son rôle, son mandat, sa jurisprudence, etc. Et nous avons reçu les observations, les suggestions, les commentaires, les préoccupations et les questions des participants à qui nous avons donné des réponses. Donc cela a permis de renforcer la connaissance de la Cour par les parties prenantes. Demain, jeudi, nous aurons un dialogue judiciaire entre les honorables juges de la Cour de justice de la CEDEAO et les juges du système pouvoir judiciaire de la République togolaise, les juges de la Cour suprême, de la Cour d'appel, voire même des juridictions de première instance. Alors l'idée, c'est d'échanger sur les deux systèmes judiciaires, le système régional et le système judiciaire national, mais c'est aussi de mettre en place un cadre formel de collaboration entre la Cour de justice de la CEDEAO et les juridictions nationales, parce que comme je le rappelais tantôt, la Cour de justice n'est pas une juridiction d'appel des juridictions nationales. Pour autant, elle n'est pas non plus une juridiction concurrente aux juridictions nationales. Elle est une juridiction complémentaire aux juridictions nationales dans le cadre du processus du renforcement de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Et justement, très rapidement, pour conclure, comment pouvez-vous rassurer les populations de la zone CEDEAO des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO? Écoutez, ce que je peux dire et que je dis depuis hier, c'est que la Cour de justice de la CEDEAO,
continuera de rendre sa décision et elle elle a adopté aujourd'hui une approche qui consiste à être proactive auprès des gouvernants, auprès des organisations de la société civile et auprès des populations pour que ensemble tout le monde puisse être sensibilisé à la nécessité de contribuer à l'exécution des décisions de la Cour. Et ceci veut dire que nous devons ensemble renforcer les plaidoyers auprès des États membres pour que ceux-ci puissent procéder à l'exécution des décisions. Je dois aussi dire sur ce point-là que même au Togo, l'exécution des décisions de la Cour de justice n'est pas non plus dramatique. Il y a un certain nombre de décisions qui sont exécutées. C'est vrai que de façon générale, les exécutions des décisions de la Cour sont beaucoup plus pécuniaires qu'autre chose. Mais dans le cadre du plaidoyer que la Cour a commencé, je pense que dans les années à venir, il y aura certainement une amélioration dans ce domaine. Non, merci. Docteur Yaouza Ourossama, vous êtes le chef, le greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEAO. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.